Poule. Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Wielinski, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde? Comment mieux le comprendre? Que puis-je faire pour l'améliorer? Que m'est-il permis d'espérer? Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47. Aujourd'hui, logique de l'assentiment avec Michel Maffezoli. Michel Maffezoli, bonjour. Nous nous sommes vus il y a 3 semaines et donc cet entretien est le deuxième dans la continuité de celui que nous avons eu. Nous avions parlé de votre livre « Le temps des peurs » paru au Cerf, et nous parlons aujourd'hui d'un autre livre paru en même temps, puisque vous êtes tellement prolifique que vous sortez 2 livres à la fois, peut-être plus parfois. Et ce deuxième livre, c'est « Logique de l'assentiment », qui est une espèce d'approfondissement, on verra, de ce qu'on a vu là, il y a 3 semaines sur ces peurs. Et donc, vous continuez votre travail entamé il y a très longtemps maintenant pour comprendre les clés du monde et de la société dans laquelle nous vivons, et de la société surtout qui est en train d'apparaître, de se préparer. Alors, je rappelle que vous êtes sociologue et philosophe, membre de l'Institut universitaire de France, et vous avez aussi publié L'ère des soulèvements, enfin énormément d'ouvrages. Et j'ajouterais que vous êtes un sociologue qui a une audience internationale, ce qui n'est pas forcément le cas de beaucoup en France. Donc, merci d'être revenu pour cette 2e heure et parler de la logique de l'assentiment. Alors, ma première question, Michel Maffezoli, le temps des peurs, on comprend tout de suite ce que c'est, puisqu'on a évoqué la dernière fois le Covid, la guerre, la faim, et toutes les peurs. Et on a vu avec une sorte de profondeur historique ce qu'il fallait en penser. La logique de l'assentiment, c'est un titre un tout petit peu plus énigmatique qu'il conviendrait, Michel Maffezoli, d'expliciter. Bien sûr, bien sûr. Tout d'abord, avant de vous répondre, prolifique, ce fut mon métier. Hein. J'ai 79 ans, je suis un vieux prof, de toute façon, et j'ai toujours été attentif au fait que l'avantage que nous avions en France quand on était professeur d'université, malheureusement, c'est plus tout à fait le cas, c'est-à-dire qu'on avait à la fois peu d'heures d'enseignement, mais on devait diriger des thèses. Moi, j'ai fait passer quasiment 200 thèses dans les 40 ans de ma carrière. Et puis, on écrivait. Hein, c'est-à-dire que les cours que l'on faisait en doctorat, au bout de 2-3 ans, donnaient des livres. Voilà pourquoi j'ai écrit une quarantaine d'ouvrages depuis 1972. Ça fait quand même un bail, si je puis dire ainsi. Mais je considérais que c'était ça, le vrai métier de professeur. Voilà, c'est pour vous répondre. Alors, concernant logique d'assentiment, c'est vrai. C'est un livre qui reste théorique par opposition à l'ère des soulèvements que vous avez cité ou au temps des peurs. Comment vous dire cela? Celui qui fut mon premier livre, en 1976, s'appelait « Logique de la domination ». Voilà. Où j'essayais de montrer en quelque sorte comment, quoi qu'il y ait des impositions, de l'aliénation, impositions politiques, économiques, symboliques, la sagesse populaire savait résister. Voilà mon hypothèse de base à l'époque, et dans le fond, j'ai un peu poursuivi là-dessus. Et c'est 40 ans après que je publie Logique de l'assentiment, qui est le pendant de ma logique de la domination, si je puis dire. Le sous-titre, je vous le rappelle, c'est dire oui à la vie. Voilà. Et dans le fond... il n'est pas, hein Si, il y est, pas sur la couverture. Ah, pas sur la couverture. Oui, il est en page 3, absolument. J'aurais même aimé qu'il soit sur la couverture, et je n'y ai pas fait attention, à vrai dire. Mais l'assentiment, c'est ça. Vous voyez, c'est-à-dire que...
Globalement, moi j'ai vu mes chers collègues sociologues à la Sorbonne ou d'une manière générale l'intelligentsia française toujours s'emploie à dire non. Hein. Je rappelle que c'est la formule de Goethe, hein, dans le Méphisto de Goethe, Je l'esprit suis l'esprit qui dit toujours non. nie. Voilà, qui toujours nie, qui toujours dit non. Faire nein en allemand. Ouais. Et de fait, il y a cette espèce d'attitude négative vis-à-vis de ce qui est. Moi, ma proposition, déjà, puisque je l'ai dit à l'époque, et puis tout au long de mes livres, a été de dire la vie ne vaut peut-être rien, mais rien ne vaut la vie, si je puis le dire. Au travers de ce qui est mon enracinement populaire, la sagesse populaire, c'est justement qu'il faut s'ajuster à l'existence. Hein, si je le dis un peu à la manière de Lévi-Strauss, il faut savoir bricoler cette existence. C'est le fameux bricolage de Lévi-Strauss. Et voilà, dans cette logique de l'assentiment, je montre quels sont les éléments essentiels du fait que on s'ajuste, on s'accommode, et qu'il y a là une vraie sagesse, à vrai dire, qui me paraît être une sagesse affirmative, plus qu'une sagesse simplement négative, qui reste dans cette tradition, on va dire, marxisante, hein, qui a dominé le débat intellectuel depuis quelques décennies. Pour ma part, j'en donnerai les sources si vous le désirez, mais disons, ma position de longue date est une position beaucoup plus nietzschéenne, hein, qui est affirmative. Oui, c'est ça, le grand oui à la vie. En gros, c'est ça. Alors Oui. que la position qu'on Mais a... vous lui donnez une profondeur particulière parce que vous dites, et ça c'est la racine finalement de votre pensée, de votre expérience, c'est votre racine profonde, vous dites qu'il y a dans la sagesse populaire, dans l'intelligence populaire, qui est une intelligence sensible, on reviendra dessus, que vous opposez à une intelligence abstraite, désincarnée, il y a dans le peuple, dans cette intelligence populaire, il y a au fond de ça cet assentiment à la vie, c'est-à-dire que malgré les vicissitudes de l'existence, eh ben, on est là pour faire avec, on est là pour s'adapter, et on le fait non pas individuellement parce que ça ne sert à rien, on le fait collectivement, et c'est ça qui nous rend forts. Voilà, je ne sais pas si j'ai résumé un peu, mais Non, c'est mais vous avez tout à fait raison. Juste un mot que vous venez d'indiquer, qui pour moi est important, c'est le mot racine. Hein. De fait, je considère que la plante humaine, tout d'un coup, et c'est ça pour moi une des spécificités de la postmodernité, hein, qui se souvient que comme toute plante, elle a besoin de racines pour croître. Hein. Un des oxymores que j'ai proposé il y a fort longtemps, dans le livre que j'ai indiqué tout à l'heure, c'était l'enracinement dynamique. Hein, c'est ça la sagesse populaire. C'est à partir des racines qu'il y a du dynamique, du dynamisme en grec, de la force. Voilà. Et voilà, moi c'est mon hypothèse, c'est-à-dire que en pensant toujours selon une logique du devoir-être, ce que doit être le monde, hein, c'est-à-dire cette espèce d'attitude qui a dominé dans l'intelligentsia française en particulier, au-delà de ça, eh bien, il y a chez le peuple, au contraire, oui, cet enracinement, hein, quelque chose qui fait que on sait s'ajuster, on sait se dépatouiller de diverses manières. Alors c'est ce que j'essaie de développer en disant logique de l'assentiment. Moi, vous voyez, je ne suis pas naïf, hein. Je ne nie pas qu'il y ait des impositions économiques, qu'il y ait des contraintes politiques, qu'il y ait toute une série de dimensions symboliques qui peuvent être des formes de totalitarisme à bien des égards. Mais que quoi qu'il y ait cela, et voilà ma position, quoi qu'il y ait cela, ça vit. Hein, un peu d'une manière instinctuelle. Et le deuxième élément que vous avez dit, qui pour moi est très important, c'est cet aspect, en effet, communautaire. Hein. On a peur du mot communauté en France. Hein, et on parle constamment du communautarisme, hein, avec une manière de stigmatiser, dans le fond, ce fait d'être ensemble. Alors que, depuis mon livre Le temps des tribus, je rends au contraire attentif au fait que, qu'on le veuille ou non, la mosaïque de l'État, c'est justement une juxtaposition de ces tribus les unes par rapport aux autres. La communauté. Hein, voilà. Alors, c'est vrai que vous êtes un petit peu à contre-temps, vous avez une démarche, je dirais parfois intempestive, pour reprendre un mot de votre grand maître Nietzsche, des considérations intempestives. Oui. Et alors, il y a quelque chose qui m'a frappé en lisant ce livre, donc Logique de l'assentiment, c'est que vous parlez du peuple, vous parlez des gens simples, que vous connaissez bien, que vous aimez, auquel on sent que vous appartenez. Et je mets ça en relation avec le peuple qui dit oui, d'une certaine façon, et je mets ça en relation avec les gens de gauche qui parlent dans les médias
et qui, eux, disent toujours non. C'est-à-dire que quand vous entendez la gauche, c'est le mouvement anticapitaliste, ou elle est antiraciste, ou elle est anti-machin, etc. C'est-à-dire que c'est des gens qui disent toujours non. Alors, comment ça se fait que le peuple, grosso modo, dit oui, et que les gens qui sont censés le représenter dans le panorama politique, eux, n'arrêtent pas de dire non? Pour le dire d'une manière un peu crue, je dirais que ces fameux démocrates, Ouais. c'est ça, les gens de gauche, sont très peu démophiles. Ils n'aiment pas du tout le peuple, fondamentalement. Tout simplement, disons-le simplement, parce qu'il y a ce côté un peu de caste de bobos. Tout simplement, hein, des petits bourgeois censément bohèmes qui peuplent nos villes à bien des égards et qui sont déconnectés. Et il y a d'ailleurs, de ce point de vue actuellement en France, un vrai problème, c'est-à-dire cette espèce de désamour, hein, de déconnexion vis-à-vis des élites diverses. Quand je dis élite, c'est ceux qui ont le pouvoir de dire, ceux qui ont le pouvoir de faire, hein, politiques, journalistes, experts de tous ordres. On dit maintenant experts, on disait avant intellectuels. De fait, on a vu sur quelques décennies qui viennent de s'écouler la méfiance vis-à-vis des intellectuels. Ensuite, méfiance vis-à-vis des politiques. Maintenant, je vous rends attentif à une méfiance de plus en plus forte vis-à-vis des journalistes. Vous voyez, c'est-à-dire tout simplement parce qu'il y a cette déconnexion. Un sociologue, moi, qui m'a beaucoup inspiré, qui est peu connu en France, qui s'appelle Vilfredo Pareto, rappelait qu'à certains moments, il y avait ce qu'il appelait la circulation des élites. Pour moi, nous y sommes dans ce moment-là. Alors voilà, vous avez raison. En effet, ceux qui ont le pouvoir de dire actuellement continuent à dire non à l'existence et ne connaissent rien, dans le fond, de ce peuple, ne connaissent rien de sa sagesse, sinon qu'il y a fondamentalement, et je pèse mes mots, une espèce de grand mépris vis-à-vis de ce peuple. Et du coup, le peuple prend ses distances par rapport à ça. Vous voyez. Quand la démocratie Mais alors, marche... comment ça se fait que les représentants de gauche, d'extrême droite, je ne parle pas de la droite parce qu'ils ne prétendent pas représenter le peuple, Oui. je ne sais pas, les Mélenchon, les autres, etc. Et comment ça se fait qu'ils ne voient pas ce décalage entre eux et le peuple? Comment ça se fait qu'il n'y en a pas un qui représente ce que vous semblez représenter? Mais peut-être que ce n'est pas une valeur de gauche, j'en sais rien. De représenter ce peuple. Je ne sais pas s'il faut continuer à rester sur ces catégories gauche et droite. Hein. Je ne suis pas sûr. En tout cas, personnellement, moi, ce n'est pas mon sentiment et ce n'est pas ainsi que je réfléchis. Hein. Ma position est métapolitique, hein, si je le dis un peu à la manière de Joseph de Maistre. Métapolitique. Joseph de Maistre qui n'était pas un homme de gauche spécialement. Oui, mais qui était, oui, à la fois, c'est vrai, un réactionnaire, hein, qui critiquait la Révolution française, mais en même temps disait « je suis réactionnaire et pas conservateur ». Ce qui serait à bien des égards ma position. Réactionnaire dans le sens simple du terme, ce qui renvoie aux racines, hein, à la tradition. Voilà. Moi, je crois qu'il y a un retour de la tradition. Alors, pour répondre précisément à votre question, pourquoi ce décalage? Eh bien, c'est parce que encore une fois, ces élites, alors disons-le, ces élites de gauche, pourquoi pas, hein, mais d'une manière beaucoup plus générale, d'ailleurs, ça va plus loin que cela, restent sur des valeurs qui ont marqué la modernité. Hein, ça, c'est mon dada théorique, si je puis dire. Hein. Les valeurs qui ont marqué la modernité, c'est-à-dire l'individualisme, le rationalisme et le progressisme. Voilà le trépied à partir duquel se sont constitués un auteur qui, pour moi, n'a pas été négligeable et qui fut une relation importante. Michel Foucault a bien montré comment s'élaboraient les institutions au XIXe siècle à partir du trépied que je viens d'indiquer. Et il se trouve qu'actuellement, les partis politiques restent sur ce schéma. Il faut être progressiste. Hein, il faut penser rationnellement le monde, hein, à partir donc des individus. C'est ça le contrat social. Voilà. Or, il se trouve, et c'est ça mon hypothèse concernant la post-modernité, que ce trépied ne marche plus. C'est-à-dire, c'est plus le jeu qui prévaut, mais c'est le nous, communauté. C'est plus le simple rationalisme qui va prévaloir, mais c'est l'importance de l'émotion, émotionnelle. Ce n'est plus simplement demain on rasera gratis, le progressisme, mais c'est vivre aujourd'hui au présent, d'une certaine manière. Voilà ma réponse, vous voyez, c'est-à-dire que dans le fond, cette intelligentsia de gauche et on va dire de droite reste fichée sur les grandes valeurs qui ont été les valeurs modernes et du coup leur discours n'est plus en phase. Il faut quand même c'est les élites qui s'affrontent l'une l'autre, oui, mais qui sont finalement aussi déconnectées l'une de l'autre. Moi, je le pense. Je pense, si vous voulez, qu'il y a une vraie déconnexion. Et cela s'observe, disons-le, d'une manière très simple. Alors, l'abstentionnisme, vous comprenez, quand cette grande dame de la pensée qui s'appelait Hannah Arendt
définit ce qu'est l'idéal démocratique, c'est elle qui a pensé ce mot. Hein. Comment cela s'est élaboré au XIXe siècle. Elle le dit bellement, voilà, j'ai une représentation philosophique, un ensemble d'idées, j'arrive à vous convaincre, vous me donnez votre voix, c'est la représentation politique. Hein. Et c'est ça le grand mécanisme, très belle, cette belle tension qui fut l'idéal démocratique. Or, actuellement, on voit bien, l'abstentionnisme en est une expression. Ce qu'on ne dit pas, les non-inscrits sur les listes électorales, 3 à 4 millions de Français. Alors, si on additionne l'abstentionnisme, les non-inscrits, les votes blancs et les votes nuls, actuellement, un élu, quel qu'il soit, de gauche ou de droite, représente 10 à 11% de la population. C'est plus dans la représentation. Voyez, et donc c'est là où il faut le reconnaître, il faut le dire, il y a cette espèce de désamour. Hein. Moi, ça me fait penser, pour les gens de mon âge, on nous apprenait quand le peuple dans l'Empire romain, la République romaine ne se reconnaissait plus dans le Sénat, hein, il y a la fameuse sécessio plebis, hein, le peuple fait sécession et va se retirer sur l'Aventin. Et c'est pas évident de le faire revenir dans la cité, hein, dans la Rome antique. Et bien pour moi, il y a quelque chose, une sécession de cet ordre qui est en train de s'opérer, qui va entraîner ce que j'avais écrit précédemment, des soulèvements, des révoltes, des insurrections de divers ordres. Tout est prétexte. Hein, je dirais, c'était l'essence pour les gilets jaunes, c'est la retraite actuellement. Mais pour moi, ce sont des prétextes. Hein, c'est-à-dire, le vrai texte, c'est qu'on ne se reconnaît plus dans la classe dirigeante, quelle qu'elle soit. Et ça, c'est vrai que c'est une grille d'analyse qui est tout à fait lumineuse de ce qu'on vit actuellement. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a ces révoltes. Et vous avez l'air de dire que finalement, le peuple, le corps social, est par nature insurrectionnel. Alors, permettez-moi, vous voyez, je vais faire un petit écart un peu pédant. C'est mon habitude. Ah ben non, mais ici, on peut tout faire. Hein. On peut tout dire. Je lis beaucoup un théologien et philosophe du XIIIe siècle qui est saint Thomas d'Aquin. Voilà, oui, c'est vrai qu'on sent qu'il irrigue votre... C'est un peu étonnant, si vous voulez. Bon, peu importe. Et moi, il m'éclaire sur beaucoup de choses actuellement, mis à part le fait que c'est dans une langue un peu difficile d'accès, hein, sa philosophie thomiste, scolastique et pas aisée. Mais bon, il se trouve que on y trouve là des très très belles choses. Et moi, j'ai été inspiré par des philosophes qui m'ont conseillé de le lire, ce que je fais depuis fort longtemps. Et il a une très belle définition. Il dit « Toute l'autorité vient du peuple. Aunis autoritas a populo. Hein, » Autoritas, c'est ce qui fait croître, ce qui est le fondement, je veux dire. Mais il montre bien que justement, si on ne reconnaît pas cette autorité venue du peuple, à ce moment-là, le peuple s'insurge. Il y a insurrection. Voilà, c'est ce qui me paraît être en jeu actuellement. Vous voyez, c'est-à-dire que il va y avoir une vraie ponctuation de ces, je dis soulèvement, insurrection, révolte, peu importe, hein, j'en sais rien. Les termes restent à trouver. Mais, vous voyez, marquant le fait qu'il y a un désaccord fondamental. Je dis bien, hein, les élites. Hein, et je répète, c'est pas uniquement une catégorisation droite et gauche qui est en jeu. C'est quelque chose de beaucoup plus large et qui est, chaque fois qu'il y a une fin d'époque, il y a un processus de cet ordre qui s'opère. Alors, Michel Afezoli, une de vos thèses, c'est qu'on est en train de sortir de la modernité. J'étais en train de dire, on est en train de sortir de la modernité. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que la modernité nous rattrape. Voilà, c'est quand même extraordinaire. J'ai pas fait attention. Je vous prie de m'en excuser. Alors, on est en train de sortir de la modernité, justement. Et cette postmodernité que vous analysez, c'est-à-dire la fin d'un monde effectivement basé sur le progrès, sur la rationalité, sur toutes sortes de choses qui ont fait beaucoup de mal à la fois aux hommes. On voit ce qui s'est passé au XXe siècle dans les guerres et aussi à la nature. On voit ce qui se passe actuellement dans les ravages que fait ce monde technique, scientifique, intelligent au sens abstrait du terme à la nature. Et ce monde de la postmodernité, alors ça c'est très frappant dans votre livre, il ressemble beaucoup au monde de la prémodernité, c'est-à-dire en gros au monde jusqu'à
jusqu'à la Renaissance, pourrait-on dire. On a l'impression qu'il y a une fenêtre entre la Renaissance et maintenant qui est en train de se refermer et qu'on revient d'une certaine façon au monde médiéval. Et si vous parlez de saint Thomas, de saint Bernard, de saint Augustin, bon, qui était l'Antiquité, mais c'est peut-être pas par hasard. Oui, c'est vrai, oui. C'est amusant ce que vous me dites. Je n'avais pas lu un philosophe russe qui s'appelle Nicolas Berdaïev et qui a écrit un livre que je suis en train de lire, Le Nouveau Moyen-Âge. Vous voyez. Et je trouve en lisant ce livre que c'est beaucoup de choses que j'ai proposé moi-même, enfin, sans connaître. Ce qui est bon signe. Oui, en tout cas, c'est un bon auteur et j'en suis fier et heureux, disons. Oui, vous savez, mon hypothèse, c'est de dire qu'au-delà de cette espèce de conception que l'on a ingurgitée sans bien y faire attention, hein, je dis moi, on a sucé avec le lait maternel de la petite enfance à l'alma mater universitaire, c'est le progressisme. Hein. L'humanité serait partie d'un point A de barbarie et arriverait à un point B de civilisation absolue. Hein. C'est ce qui a été développé par Hegel, repris par Marx, et puis qui, je dirais, a contaminé nos manières de penser. Au-delà de ça, quand on regarde sur 2000 ans de temps l'histoire humaine, on se rend compte qu'il y a des époques. Voilà, hein. Époque, je rappelle toujours l'étymologie, ça veut dire parenthèse. Et l'époque moderne a succédé à l'époque, à la Renaissance, qui elle-même a succédé au Moyen-Âge, qui lui-même a succédé à ce qu'on appelait les sociétés antiques, hein, voilà, etc. Donc on a des époques, et c'est un peu quelque chose de cet ordre qui est en jeu, c'est-à-dire qu'une époque est en train de s'achever. La parenthèse moderne est en train de se fermer. Alors, cela dit, vous voyez, par rapport, si je puis me permettre de me faire une précision par rapport à ce que vous venez de dire, pour moi, ce n'est pas le retour au Moyen-Âge. Hein. L'image que je propose, la figure que je développe de diverses manières, c'est la spirale. Hein, c'est-à-dire voir revenir pas exactement au même niveau. Hein, on voit, en effet, j'ai dit les tribus à l'époque, communautés, etc., mais plus Internet maintenant. Oui. Et donc, ma définition de la postmodernité, c'est synergie de l'archaïque et du développement technologique. Hein, c'est-à-dire les tribus plus Internet. Et de fait, c'est un peu ce qui est en train de se passer, hein, c'est-à-dire les réseaux sociaux, les blogs, les forums de discussion, c'est la constitution de petites entités, de communautés véritablement, et que ces communautés trouvent leur développement dans le développement technologique. Voyez. Alors oui, il y a reprise d'éléments pré-modernes, hein, disons-le tout net, mais pas exactement au même niveau. Vous voyez, l'image que j'avais donnée quand j'avais écrit Le temps des tribus, c'est de dire, quand les ethnologues nous parlent des tribus, c'est montrer comment, dans la jungle stricto sensu, il faut serrer les coudes, hein, lutter contre l'adversité animalière, végétale, d'autres groupes, etc. Dans ces jungles de pierre que sont les mégapoles contemporaines, la tribu a la même fonction. Tribu ou communauté, serrer les coudes. C'est intéressant de voir comment reviennent des mots archaïques, générosité, entraide, solidarité, partage. Vous voyez, c'est ce qui constitue, à vrai dire, les réseaux sociaux. Voilà en quel sens, vous voyez, ma spirale, elle est là. Hein. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ouais. On voit revenir, pas exactement au même niveau, des éléments que dans notre progressisme bené et parfois destructeur, on avait cru dépasser. À bien des égards. Alors, c'est vrai que vous faites un sort aussi à un des ressorts de la modernité, je dirais même de la contemporanéité, c'est l'individualisme, d'une certaine façon, la réussite individuelle, etc. Et vous montrez bien que pour être fort et pour bien vivre, c'est à l'intérieur du collectif que ça se passe. Et que, voilà, notamment les traditions qui ancrent d'une certaine façon ce collectif dans ses racines, je dirais. Donc, c'est ça qu'on est en train de retrouver actuellement, c'est-à-dire qu'on sort un peu de la modernité, on parlait du développement personnel, qui sont finalement des conceptions très individualistes. Oui, oui. La réussite, le développement, etc., tout se fait de façon personnelle. Et là, on revient peut-être à une dimension plus collective. Pour moi, c'est le nous qui va prévaloir. Hein. On est en train de quitter c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Heidegger. On est en train de quitter l'ère du jeu pour entrer dans l'ère du nous. Voilà. C'est mon hypothèse depuis de longue date. Comment le dire, ça ? Ce qui fut, en effet, vous l'avez à juste titre rappelé, ce qui fut je dirais, le pivot philosophique de la modernité commence avec Descartes. Hein. Cogito ergo sum. Hein. Je pense,
donc je suis. Et on voit bien comment, à partir de là, se crée ce fameux individualisme. Moi, je dis un individualisme épistémologique. En même temps, c'est la réforme protestante qui est très individualiste. C'est la philosophie des Lumières, Rousseau, qui postule que, d'une certaine manière, ce qui constitue le fameux contrat social, c'est la jonction d'individus autonomes. Autonomos en grec, c'est-à-dire je suis ma propre loi, etc. Voilà. Et que c'est ça le fondement du contrat social tel que Rousseau le développe. Alors, disons-le clairement, oui, c'est vrai que ce fut la grande marque et pas négligeable. Moi, j'ai pas envie de cracher dans la soupe. C'est ce qui a constitué 17e, 18e, 19e siècle, encore une fois, ce que fut l'élaboration de cette époque moderne. Voilà. Il se trouve qu'il y a une saturation de cela. Quand je dis saturation, c'est-à-dire que voilà, ça a marché, ça marche plus. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Sinon qu'au bout d'un moment, il y a des fatigues, des usures. Et qu'à ce moment-là, il y a réinvestissement d'éléments ou de valeurs que l'on avait cru dépasser. Vous voyez, mon hypothèse, si je fais un petit écart philosophique, est la suivante. On a une individualité de base, je dirais physico-chimique. Vous êtes vous, je suis moi. Voilà. Suivant l'ère du temps, l'esprit du temps, si je le dis là à la manière hegelienne, cette individualité prend la forme de l'individu. Individu, ça veut dire indivisible. J'ai une identité sexuelle, professionnelle, idéologique. Et c'est le fameux contrat social. À d'autres moments, et c'est mon hypothèse actuellement, cette individualité prend la forme de la personne. La personne, c'est le masque. La personne est plurielle. Persona, persona, c'est le masque. Et ce que dit bellement le poète, c'est Rimbaud, « je est un autre ». Et on voit bien que ce n'est plus une identité figée, mais des identifications multiples. Voilà un peu mon hypothèse. Et alors que cette intelligentsia continue à s'ériner, compte tenu de l'individualisme contemporain. Il suffit d'entendre les discours politiques, d'entendre les experts de divers ordres, les journalistes, compte tenu de l'individualisme contemporain. Il suffit de sortir pour voir que nos gosses sont toujours en relation, Internet aidant, téléphone portable, avec l'autre, avec le groupe, avec la communauté, avec les copains, etc. etc. Vous voyez ? Donc du coup, oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient de la tradition que l'on avait cru dépasser et qui va mettre l'accent sur la communauté. J'ai même proposé dans un de mes livres, et j'en parle régulièrement maintenant, de parler de l'idéal communautaire en gestation. Et que de fait, on est constitué par cette communauté auquel on adhère de divers ordres. Qu'elle peut être, si j'exagère, si je caricature, elle peut être en effet religieuse ou sportive, ou musicale, ou sexuelle, peu importe, vous voyez, en la matière. Mais il y a des espèces d'adhésion qui fait que je n'existe que par et sous l'esprit de l'autre. Pour moi, ce qui est en jeu, ce n'est plus l'autonomie rousseauiste, mais l'hétéronomie. C'est l'autre qui me donne ma loi, c'est l'autre qui me dit comment je parle, comment je m'habille. Voilà, c'est tout, ce n'est pas forcément infamant, cela. Et en tout cas, il faut le repérer. Vous allez à contre-courant de ce qu'on entend couramment, notamment en France, qui est le discours de dire... en gros, les communautés, c'est mal, n'existe que l'État, et face à l'État, des individus qui ont tous les mêmes droits. C'est ça. Oui, c'est vrai, mais c'est ce qui a constitué, encore une fois, ce qui fut une belle chose. Moi, j'en suis un produit, à bien des égards. La République une et indivisible, ce qui s'est élaboré au 19e, je rappelle. Bon. Là, actuellement, on est en train de vivre autre chose, c'est-à-dire la res publica, la chose publique, constituée, l'image que je donne, comme étant une sorte de mosaïque. Où, dans la mosaïque, il peut y avoir une cohésion, mais chaque structure, chaque élément garde sa structure, sa couleur, sa configuration. Et pourtant, ça tient. Un peu, moi, mon hypothèse, si je dis à la manière de Galilée quand il est condamné par l'Inquisition, et pour si mauvais, et pourtant elle tourne la terre. Voilà. Et pour moi, je dis, et pourtant, ça tient. C'est-à-dire que de fait, plutôt que de parler de communautarisme, essayons de voir comment ces communautés, en même temps, peuvent s'ajuster dans un ensemble, une république. Et en même temps, vous n'avez pas une vision idéale de la cohabitation des communautés, des peuples, des religions. Et ça, c'est très intéressant, parce que là, c'est encore un point sur lequel vous allez un peu contre le discours ambiant, mais qui est très intéressant. C'est que les communautés, les différentes communautés, les différentes religions, les différents peuples, sont en friction. C'est pas le peuple des bisounours. Oui. Et quand on parle du vivre ensemble, en disant il faut que les gens vivent ensemble, vous dites, il est normal, il est logique, je ne sais pas comment on pourrait dire,
que des communautés, d'une certaine façon, soient en friction, s'affrontent. Je ne dis pas se détruisent, c'est arrivé dans l'histoire. Mais il n'y a pas forcément une relation qui soit toujours pacifique. Le peuple, d'ailleurs, n'est pas toujours pacifique. Non, bien sûr. Alors, vous voyez, l'oxymore que je propose, en bref, c'est l'harmonie conflictuelle. On peut penser qu'il puisse y avoir une harmonie à partir de la tension. En même temps, soyons clairs, moi quand je décris ça, je dis pour le meilleur et pour le pire. On a trop tendance à voir le pire et on ne sait pas voir le meilleur. Voilà. Vous voyez l'image que je donne de cette harmonie conflictuelle ou harmonie contradictorielle, je m'appuie sur mon maître important qui est Gilbert Durand, qui est celui qui a réflexion sur l'imaginaire et qui m'a marqué. C'est avec lui que j'ai fait mes 2 thèses à l'époque à Grenoble. Et il a créé un terme, d'ailleurs un néologisme, qui s'appelle le contradictoriel. Nous, ce à quoi nous sommes habitués, c'est la dialectique thèse, antithèse, synthèse. L'antithèse, c'est le contraire qu'on va dépasser en synthèse. Il montre bien qu'il y a une logique qui existait à d'autres moments, au Moyen-Âge en particulier, qu'il appelle le contradictoriel, c'est-à-dire un contraire qui ne va pas se dépasser en synthèse. Et alors, pour le dire plus simplement, moi, l'image que je donne pour bien comprendre cela, c'est la voûte de la cathédrale gothique, qui tient parce qu'il y a la tension des pierres les unes sur les autres, qui assure sur la longue durée le maintien de la voûte en la matière de la cathédrale gothique, si on prend cet exemple architectural. Et pour moi, c'est un peu cela qui est en jeu actuellement. On avait dépassé les altérités. Je rappelle que quand, j'aime beaucoup ce sociologue et mon compatriote Auguste Comte, quand il définit la société, la sociologie du 19e, il dit « reductio ad unum ». On va réduire à l'un. C'est l'État-nation, c'est l'individu un, c'est un système unificateur, etc. Voilà, réduction. Là, actuellement, c'est le retour de l'altérité. Je dis bien, c'est pas aisé, ce retour de l'altérité. Mais après tout, pourquoi ne pas imaginer, plutôt que de parler de communautarisme, de voir qu'il puisse y avoir une solidarité, qu'il puisse y avoir des formes d'entraide, d'entente, pas a priori, mais toujours a posteriori. Vous voyez, encore une fois, c'est ce que l'on observe. Cela dit, avec des difficultés. Pour le dire simplement, et je vous prie de m'en excuser si je vais choquer vos amis et vous-même, puisque j'ai cité tout à l'heure Joseph de Maistre, et il rappelait qu'à sa manière de parler, il disait la divinité des Mahométans, c'est un dieu des razzias. Voilà. Donc il y a de fait du danger, par exemple, dans cette communauté que je viens ici de citer. Vous voyez, je ne veux pas nier qu'il puisse y avoir des dangers, mais en même temps, voilà, voir comment ces communautés très diverses peuvent s'ajuster, c'est mon hypothèse. Ouais. C'est-à-dire qu'on dépasse l'idée, effectivement, qu'il faut que tout le monde s'aime et baser d'une certaine façon ça sur un nouvel équilibre qui intègre les tensions obligatoires entre les différentes communautés. Le fait que, comment dire cela, il n'y a pas, c'est l'instant obscur, il n'y a pas d'humanité sans ombre, il n'y a pas d'individu sans ombre. Ouais. C'est-à-dire qu'un individu sans ombre est un zombie, est quelqu'un qui n'existe pas. De la même manière, on avait cru, en quelque sorte, et c'est ça le grand rationalisme moderne, évacuer toute l'ombre. Alors c'est le conflit. C'est l'altérité, c'est la diversité, etc. J'ai bien dit réduire à l'un. La formule d'Auguste Comte est là-dessus. C'est-à-dire ne pas stigmatiser, par exemple, pour être très concret, les conflits qu'il peut y avoir entre communautés. Et non, il y en aura des conflits entre communautés, comme on en a en chacun d'entre nous aussi. Je veux dire, encore une fois, on est pluriel. Et bien de la même manière, on peut imaginer, c'est ça la res publica, tel que je le dis, c'est-à-dire que quelque chose qui va reposer sur l'attention. Je maintiens mon expression harmonie conflictuelle. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une harmonie, quoi qu'il y ait de fait des conflits, en fonction de tel intérêt religieux qui est le mien, de telle manière de m'habiller, de penser, d'être, etc. Voilà, on est en train de faire l'apprentissage de ça, vous comprenez ? Et comme tout apprentissage, c'est pas quelque chose qui est aisé. Voilà. Et nous sommes dans ce moment intermédiaire, justement, où, dans le fond, on est en train, par la force des choses, de quitter la tranquillité qui était celle de l'unité, on peut arriver à une autre manière d'être ensemble, c'est mon hypothèse en tout cas. Alors, Michel Osafessoli, vous faites beaucoup de citations en latin.
Je crois que vous adorez le latin. Oui, j'aime Ça le sent. latin. Et le grec aussi. Et le grec aussi. Oui, mais le grec, vous en mettez moins peut-être par respect pour vos lecteurs. Je vous signale que dans ma formation fondamentale, moi, c'est le grec, le latin et l'hébreu que j'ai appris à l'université de Strasbourg. Donc, vous voyez, pour vous dire que je fais souvent des références à ces 3 langues. Mais là, c'est vrai que le latin prévaut. Mais j'aurais une question plus personnelle à vous poser. D'où venez-vous? C'est-à-dire que comment se fait-il que vous soyez pris d'amour, probablement très jeune, pour la pensée, pour l'analyse, pour le latin, pour le grec, pour l'hébreu. Pour dire, je viens d'un petit village des Cévennes qui s'appelle Gresse-Sac, qui était un village de mineurs. Mon papa, mon grand-père étaient mineurs, de fond, vous voyez. Il s'est trouvé que j'étais brillant à l'époque, à l'école primaire. Et donc, j'ai passé ce qui s'appelait l'examen d'entrée en 6e. On ne rentrait pas en 6e comme ça. Et en même temps, j'ai passé l'examen des bourses des mines. C'est-à-dire, dans le fond, quelque chose qui permettait à mes parents, mon père était mineur, d'accéder au lycée. Et ce faisant, je suis rentré au lycée Henri IV et j'ai suivi une carrière qui a été la carrière, encore une fois, où je suis devenu ensuite donc vous êtes rapidement... un pur produit de la République rationnelle, etc. Exactement. Je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Je suis le produit. Mon grand-père était italien venant travailler en France dans les mines du Sud. Bon, après, du côté de ma mère, c'était Cévenol, classique, etc. Mais il n'en reste pas moins. Oui, je suis le pur produit de cette ascension, encore une fois, issue de la grande République une et indivisible. Cela ne m'empêche pas de penser, en gros, voilà. Mais en même temps, et du coup, j'ai fait ma carrière à Grenoble, ensuite à Strasbourg, et puis j'ai été nommé très tôt à la Sorbonne. Mais je reste enraciné dans cette perspective. Vous voyez, dans mon village de Cévenol, tenez, pour tout vous dire... Gresse-Sac. Gresse-Sac, plutôt un petit truc perdu, etc. Oui, faut le citer. Bon, et il y avait bien sûr des Cévenols, il y avait bien sûr des protestants locaux, des Cévenols, la famille de ma mère, c'est ça, mais il y avait des Italiens, beaucoup d'Espagnols, des Polonais, des Tchèques, etc. Et donc j'ai connu, moi, si vous voulez, cette espèce de constitution à partir des communautés diverses où il y avait des conflits, des ententes, des oppositions, etc. Là, très concrètement, vous voyez, c'est-à-dire que toute ma jeunesse, je vois encore les parents de ma marraine, par exemple, espagnols, ne parlaient pas français, pour tout vous dire. Vous voyez. Donc, du coup, cette diversité qui était constitutive de ce petit village était pour moi instructive. Voilà, vous me demandez d'où je viens, voilà d'où je viens. Oui, là, j'ai une question à vous poser. C'est ces gens-là, cette communauté très populaire de gens qui sont mineurs, enfin qui sont dans les Cévennes. Est-ce que ces gens-là étaient heureux? Ah oui, moi j'ai trouvé qu'il y avait une vraie... La vie de mineur était une Malgré vie... la pauvreté, probablement. Pauvreté, c'était les ouvriers bien payés, disait-on. Oui, les mineurs, puis c'est un travail pénible, on va dire. Mais on entendait la sirène, par exemple, c'était qu'il y avait un blessé grave ou un mort. Moi, mon papa a eu 4 accidents de mine qui n'étaient pas négligeables, vous voyez, pour tout vous dire. Donc, alors, il y avait ce côté tragique, je dirais, dur de ce travail tel que je viens de le dire, et en même temps, ou parce qu'il y avait ça, une forme de jubilation. Les fêtes, par exemple, étaient des fêtes extraordinaires. Vous voyez, où c'était la Sainte Barbe qui était la patronne des mineurs, le 4 décembre, mais c'était une semaine de fête. Et pas que ça, vous voyez, c'est-à-dire que régulièrement, il y avait ce côté ardu, disons-le, et même tragique, peut-être un travail pénible, et à bien des égards dangereux parfois, et en même temps, ce côté jubilatoire. Et dans le fond, beaucoup de choses que je dis dans mes livres, cette espèce de conjonction. C'est ça, le tragique de l'existence. Puisqu'il y a, et c'est ce qui m'amène à dire ce qui est ça, logique de l'assentiment. Vous m'avez posé la question. Dire oui tout de même. Voilà ma vraie définition. Ouais. Dire oui tout de même à la vie, etc. Et on le voit par cette espèce de conjonction. Alors que la tendance un peu dominante dans pour cette intelligentsia qui toujours dit non, si on reprend ce que je disais il y a un instant, eh bien c'est de voir toujours le mauvais, quelque chose qui ne va pas. Il faut arriver à la société parfaite. Demain, on rasera gratis, les lendemains qui chantent. C'est ça, vous parlez du monde du devoir-être. Voilà, c'est le devoir-être, c'est la logique, ça s'appelle la logique du devoir-être. C'est Max Weber qui montre ça. À l'opposé de cela, vous avez cité une ou deux fois, j'ai cité Nietzsche et Weber, qui parlent au-delà du devoir-être, la logique de ce qui est, ce qui existe, phénoménologiquement, ce qu'on peut voir, les phénomènes. Et mon travail est d'insister sur cette affirmativité, si je puis dire, un peu de l'existence. On a l'impression, dans votre vision
des choses que le peuple, un peu comme les enfants d'ailleurs, vivent une espèce de présent permanent. Alors que le propre de ceux après qui dirigent, qui élitent, etc., c'est d'être toujours un peu dans l'avenir. On a parlé du devoir-être, etc. Ouais. Et bon, on parle toujours, justement, dans le développement personnel, de la vie, vivre le temps présent, etc. Et on a l'impression que ça aussi, c'est une des ressources de base, voilà, du corps social. Oui, j'ai dit tout à l'heure, mon premier livre, c'est Logique de la domination. Mon second s'appelait La conquête du présent. Vous voyez, donc du coup, qu'est-ce que c'est que la conquête du présent? C'est, dans le fond, le fait que tout d'un coup, c'est ça la vraie sagesse populaire, c'est qu'on se souvient de l'avenir. Voilà ma définition. On se souvient de l'avenir. On se souvient je fais exprès de dire se souvient de l'avenir, c'est-à-dire c'est à partir des racines qu'on peut penser. Parce qu'on a des traditions. Voilà, Ouais. et l'important pour moi, c'est le retour de la tradition. C'est-à-dire que d'une certaine manière, encore une fois, ce progressisme, s'employer le concept hegelien essentiel, c'est dépassement, Aufhebung, dépassement de ceci, de cela, etc. C'est ça le progressisme. Alors que la progressivité, la philosophie progressive, la progressivité de la durée, je dirais, eh bien, elle est enracinée, ce que j'appelle l'enracinement dynamique. Voyez. Et donc, alors disons-le tout net, c'est la tradition, c'est intéressant de voir revenir des éléments traditionnels, voire même des éléments du sacré. Moi, j'ai consacré un de mes livres précédents, La nostalgie du sacré, en montrant que, au-delà de cette espèce de rationalisme qui avait cru évacuer le sacré sous ses diverses modulations, on le voit revenir de diverses manières. Et moi, je suis frappé de le voir en particulier auprès des jeunes générations qui sont de plus en plus intéressés, et plus qu'intéressés, par ces dimensions du sacré de diverses manières, assez traditionnelles d'ailleurs. C'est pas les églises en quelque sorte purement rationnelles qui prévalent, mais au contraire des traditions beaucoup plus, encore une fois, enracinées et dans le sens de la tradition et du sacré. Voilà, oui, moi je considère, c'est ça mon image de la spirale, il y a retour de ces dimensions qu'on avait cru dépasser. Et la tradition est un des éléments importants de cela. Alors, il y a quelque chose d'encore de plus profond encore, c'est que finalement, on a l'impression en vous lisant que cette sagesse populaire est une spiritualité. D'ailleurs, vous le dites. Il y a une espèce de spiritualité spontanée qui émerge, qui sourd en permanence, qui est indépendante du temps, qui est une espèce d'élan vital constamment renouvelé. Oui, je dirais, c'est un instinct, dans le sens instinctuel. C'est-à-dire que là, encore une fois, on n'a pas développé ça, mais une de vos remarques tout au début montrait que ceux qui avaient dominé, si vous voulez, dans cette modernité, c'est une conception purement intellectuelle. Purement abstraite. Moi, je parle d'idéosophie, c'est-à-dire quelque chose qui fait qu'on construit le monde tel qu'il devrait être, etc. Alors que ce qui est en jeu, au contraire, oui, c'est revenir à des instincts, si je le dis ainsi. Le religieux, le spirituel, c'est un instinct structurel, si je puis dire ainsi. Voilà. Alors, non, mais ça vous paraît évident, mais c'est comment quand on vous lit, on se dit, tiens, c'est là qu'il place la spiritualité. C'est-à-dire qu'il ne la place pas... Vous parlez beaucoup des grands docteurs de l'Église, Saint Thomas, ou des grandes religions, Bouddha et autres. Mais la spiritualité ne vient pas d'en haut. Non, elle vient du bas. Oui, pour moi, vous savez qu'un des éléments j'ai créé et j'ai dirigé pendant longtemps en Sorbonne le centre d'études sur l'actuel et le quotidien. C'était le quotidien, c'était la vie quotidienne. Ça m'avait valu beaucoup d'ennuis parce que mes chers collègues considéraient que ce qui était important, c'était la sociologie des institutions, des politiques, des machins, des choses, etc. Moi, je disais non. Encore une fois, tiens, une perspective nietzschéenne ou weberienne, il faut être à la hauteur du quotidien. Les vraies révolutions avancent sur les pas des colombes, disait Nietzsche, à bas bruit, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, si je puis dire. Et donc pour moi, c'est dans cette vie de tous les jours qu'il y a retour, à bien des égards, oui, de ce spirituel. En gros, soyons clairs, ce qui a prévalu, dans le bourgeoisisme moderne, dans sa version socialiste ou dans sa version capitaliste, c'est le matérialisme.
l'économicisme, ce qui prévaut. Et c'est pour ça qu'actuellement, d'ailleurs, cette élite continue à parler de pouvoir d'achat, d'inflation, d'éléments qui ne sont pas négligeables, moi je ne le nie pas, mais qui ne sont pas forcément essentiels. Alors je dirais qu'au-delà ou en deçà de ce matérialisme dominant, ou en tout cas qui a marqué la modernité, il y a un retour du spirituel, je le pense. Vous voyez, une formule qu'on ne cite pas assez et qui est importante de Charles Péguy, il disait « Tout commence en mystique et s'achève en politique ». Sinon que quand le politique finit, le mystique revient. Voyez, et pour moi, c'est un peu cette hypothèse-là. C'est-à-dire que globalement, encore une fois, c'est à partir de ce matérialisme historique, c'est-à-dire cette dimension purement économiciste du monde qui a marqué la modernité, qui reste encore l'élément essentiel des élites. Le peuple, lui, au contraire, se souvient de ses racines. C'est cela qui me paraît important. Et c'est ça le présent. C'est-à-dire c'est à partir, dans le fond, de cet enracinement qu'on peut vivre avec intensité le présent. Et moi, je considère qu'il y a ce que j'appelle l'instant éternel. C'est-à-dire l'instant est important et que c'est une succession d'instants qui constitue la vie des communautés, fondamentalement. Alors, Michel Maffezoli, ma dernière question concerne un peu le monde dans lequel nous vivons. Vous parlez de changement d'époque, mais on a l'impression que la nouvelle époque met beaucoup de temps à advenir, ce nouveau monde. Alors, on voit bien la déliquescence de l'État dans beaucoup de pays du monde. On voit bien les communautés qui s'affrontent. On voit bien les jeux des intérêts. On voit bien les conflits monter. On voit toutes sortes de choses. Mais voilà, ça prend du temps. On a du mal à voir quand même quel monde va surgir de tout cela. On voit plus la négativité quand même que l'émergence du positif. C'est évident, soyons clairs, il faut quand même essayer de penser sur la longue durée. C'est pas du jour au lendemain que se font les changements. Vous voyez, deux mots. J'ai dit souvent époque. Une parenthèse. Une époque, ça se constitue, on peut le voir aisément quand on regarde les histoires, ça dure 3-4 siècles, une époque. Bon. Mais entre des époques, il y a des périodes. Vous voyez ma distinction sémantique. Époque, c'est de 3 ou 4 siècles. Des périodes, c'est ce que nous vivons actuellement, quelques décennies. Voilà. Et ma réponse, elle est là. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est quelques décennies. Dans ces moments, je dis, moi, les périodes sont toujours crépusculaires. C'est-à-dire qu'on pressent ce qui est en train de s'achever. Et on ne peut que balbutier sur ce qui est en train de naître. On n'arrive pas à structurer véritablement, théoriquement même, vous voyez, ce que va être cette post-modernité. Mais voilà, c'est tout. C'est-à-dire que je pense qu'à partir des années 60 du siècle précédent, eh bien, les révoltes juvéniles, Berkeley, 64, 68 en Europe, étaient le premier indice, en quelque sorte, du fait qu'on ne se reconnaissait plus dans ces grandes valeurs. Faire de sa vie une œuvre d'art, ne plus perdre sa vie à la gagner, l'importance du qualitatif de l'existence et tout à l'avenant. Mais cela prend du temps. Et maintenant, je dirais qu'en particulier auprès des jeunes générations... Ça fait 50, ça fait 60 ans. Oui, mais c'est quelques décennies. C'est toujours difficile de dire à bien des égards, mais c'est ce qui est en train de s'élaborer lentement. Un des sociologues qui m'a inspiré, qui s'appelle Sorokin, qui était un sociologue américain, montrait comment... Quand à s'achever, c'est un spécialiste de la culture, comment la culture, encore une fois, c'est ce qu'on avait intégré, c'était ainsi, c'était évident. Et puis tout d'un coup, cette culture, à certains moments, ne marchait plus. On ne se reconnaissait plus. Et l'image alors il parle de la saturation. C'est saturé. Mais il montre que comment se fait la saturation, il prend l'exemple, un verre d'eau que je sale ou que je sucre, je ne m'en souviens plus. Jusqu'au dernier moment, on ne voit pas que le verre d'eau est saturé. Et c'est le dernier grain qui montre que ce verre d'eau est saturé. Mon hypothèse, c'est qu'il y a eu une lente sédimentation depuis les années que je viens d'indiquer, à la fin du siècle précédent, et que là, on est proche du dernier grain de sel ou de sucre, si vous voulez, et que la saturation des grandes valeurs modernes sont là maintenant de plus en plus importantes, et les soulèvements en sont, à bien des égards, une de ces expressions. Vous voyez, encore une fois, ce lent moment, c'est le processus il y a une lente sédimentation avant que tout d'un coup ce soit évident. La saturation est là. Il me semble qu'il y a quand même toute une série d'éléments qui montrent bien que la période est en train de s'achever et une autre époque va naître. Nous regardons ça ensemble. Merci Michel Maffezoli d'être venu au micro de Pile-Poule. À bientôt. Beaucoup. Merci bien. Merci bien.
C'était Pile Poule, une émission de Marc Wielinski, que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h. Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français, 01 53 59 47 47.